Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va passer un moment avec une œuvre qui nous a particulièrement touchés. Oui, une chanson qui s'appelle Petite âme, tirée de la série À bon entendeur. C'est un de ces textes qui, une fois qu'on l'a entendu, il continue de cheminer en nous, longtemps après que la musique se soit tue. Et je crois que c'est parce que ce n'est pas seulement une chanson. Quand on se penche sur les mots, on réalise très vite qu'on est face à un poème. Un poème, oui. Un poème qui explore des zones très intimes, très profondes, et qui a été mis en musique avec, je trouve, une grande délicatesse. Ça demande une écoute différente. Plus intérieur. Voilà. C'est exactement l'invitation qu'on voulait vous faire. Plonger ensemble dans ce texte. Et pour ça, on a une chance assez inouïe. Ah oui. L'auteur lui-même a partagé des notes, des clés de lecture qui éclairent son intention. Notre mission, si on peut dire, ce sera de suivre pas à pas le voyage de cette petite âme. De sa torpeur à sa renaissance, en quelque sorte. Exactement. Guidé par les mots de celui qui l'a imaginé. Alors, si on commence par le tout début, le texte nous saisit d'emblée avec une image d'une froideur, d'une dureté assez surprenante. Oui, je lis ce premier couplet. L'âme sourde, sous le vent, la pluie, perdue, les sensations évanouies, ne plus aimer, ne plus ressentir, petit à petit se préparer à mourir. C'est une entrée en matière qui frappe, non? Oh oui, elle frappe et elle isole. On ressent immédiatement une coupure. L'âme est sourde, pas seulement au monde extérieur, mais surtout à elle-même. Les sensations sont évanouies. C'est la description très clinique d'une mort intérieure, d'une anesthésie des émotions. Mais c'est évidemment ce dernier vers, se préparer à mourir, qui est Brutal. le plus brutal. Au premier abord, on pourrait y voir une idée très sombre. Alors, comment est-ce qu'on évite ce piège d'interprétation? Justement, c'est là que l'éclairage de l'auteur est absolument essentiel. On sent qu'il a anticipé que ces mots pouvaient être mal interprétés. Il nous guide. Il nous guide. Il nous dit très clairement que ces mots ne parlent pas de la fin de la vie. Ils parlent d'une transformation profonde. Il s'agit, et je trouve la formule magnifique, Oui. de mourir à des versions anciennes de nous-mêmes. Et ça change toute la perspective. Complètement. Ce n'est plus une fin, c'est une transition, un dépouillement. C'est l'idée qu'il faut parfois laisser mourir des parties de soi, des peurs, des illusions, des masques, pour pouvoir continuer à vivre. C'est ça. L'auteur insiste bien là-dessus. Il dit « c'est un passage, pas une fin ». Et il ajoute qu'il n'y a ni noirceur ni désespoir. C'est une mort symbolique, une mue nécessaire, douloureuse, certainement, mais qui est la condition même de la suite. Et cette suite, on la trouve dans le refrain, qui est comme le cœur battant du poème. Là où la première lueur d'espoir apparaît. Oui, petite âme, ébranlée par la vie, dans ce corps que le temps affaiblit, petite flamme, portée par le passage, du tumulte des jours, devient sage. Ce qui est bouleversant ici, c'est cette tension permanente entre la fragilité et la force. D'un côté, tout est vulnérable, l'âme est ébranlée, le corps est affaibli. On sent le poids de l'existence. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a cette petite flamme. Ce n'est pas un incendie, ce n'est pas un feu de joie, non. C'est une toute petite lueur, tenace. C'est l'étincelle de vie qui refuse de s'éteindre. Voilà, c'est le symbole de cette résilience incroyable. Et c'est là que le texte révèle une vérité, je trouve, assez contre-intuitive. On pense souvent que la sagesse est le résultat d'une vie calme, tranquille. Mais là, il nous dit l'inverse. Exactement. La sagesse est le produit direct du tumulte des jours. Elle n'est pas acquise malgré l'épreuve, mais grâce à elle. C'est la tempête qui forge l'âme. C'est tout à fait ça. L'épreuve devient le véhicule même de la transformation. On quitte l'anesthésie du début pour entrer dans une conscience aiguë de sa propre fragilité. Et c'est de là que naît une nouvelle force. Mais on sent que c'est encore précaire. Ah oui, le chemin est loin d'être terminé. Le couplet suivant nous montre d'ailleurs que l'âme va replonger encore plus bas avant de pouvoir vraiment remonter. Ce deuxième couplet nous emmène en effet dans les profondeurs de la crise. Je le lis. L'âme lourde sous le poids de l'ennui, Persona cherche son ombre, dans la nuit, tourne et vire, feuille morte au vent, portée, allégée, vide de sentiments. Il y a là des images d'une grande richesse symbolique. D'abord, ce poids de l'ennui, qui est plus qu'une simple lassitude. C'est une mélancolie, un mal de vivre, oui. Et puis cette référence très précise, Persona cherche son ombre. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une référence directe à la psychologie de Carl Jung. C'est ça. La persona, c'est notre masque social, le moi public, la facette qu'on présente au monde. Et l'ombre, au contraire, c'est tout ce qu'on refoule.
Nos instincts, notre part plus authentique, mais moins avouable. Et donc, le texte décrit un être complètement fracturé. Le masque est perdu, il ne sait même plus ce qui se cache derrière lui. Et cette image de la feuille morte, elle est terrible. Elle boucle la boucle de ce sentiment de dérive. Oui, La feuille n'a aucune volonté propre, elle est ballottée. elle est allégée, oui, mais c'est l'allègement du vide. Vide de sentiments. On atteint là, je crois, le point le plus bas du voyage. Un état de passivité et de déconnexion totale. Encore plus absolu que dans le premier couplet. On se dit qu'on a touché le fond. Et pourtant, il y a un dernier obstacle, peut-être le plus insidieux. C'est ce que nous raconte le troisième couplet, qui est d'une tristesse. Infini, oui. L'âme boude, le bonheur à sa porte, trop d'amour que la vie lui apporte, plus à cette force pour conseiller, pour prendre soin, pour aimer. C'est un paradoxe d'une justesse psychologique redoutable. Le problème n'est plus l'absence de bonheur. Au contraire, le bonheur est là, à sa porte. Mais l'âme ne peut plus l'accueillir, elle boude. Ce n'est pas un rejet volontaire, c'est une incapacité, un épuisement. Ce vers, trop d'amour que la vie lui apporte, ça décrit parfaitement ce qu'on appelle un burn-out émotionnel. Une saturation. Oui, une saturation où même les choses positives deviennent un fardeau. Le vase est plein. Il ne peut plus rien recevoir. Et ça résonne directement avec deux mots que l'auteur utilise dans ses notes. Responsabilité et fragilité. Ah oui, on sent que cette âme a un sens du devoir. Conseiller, prendre soin, aimer, ce sont des verbes d'action tournés vers les autres. Mais elle est arrivée au bout de ses forces. Son incapacité à donner, ce n'est pas un manque d'amour. Non, c'est un manque d'énergie vitale pour l'exprimer. C'est sa fragilité qui l'emporte sur son sens des responsabilités. C'est un état, je pense, que beaucoup de gens peuvent reconnaître. Oui, c'est une description clinique de l'épuisement compassionnel. Aimer, prendre soin, ça demande une énergie colossale. Quand cette énergie est à sec, le seul réflexe de survie, c'est le repli. Un mécanisme de défense. C'est ça. Mais c'est aussi le dernier stade de la crise. Après avoir touché le fond du vide et de l'épuisement, le texte va enfin s'ouvrir. Sur un horizon nouveau. Et cette ouverture, elle arrive dans les derniers vers. La rupture de ton est totale. La solitude qui imprégnait tout le texte, elle se brise. L'âme n'est plus seule. Non. Je lis. Si mon âme sans toi devait exister, j'aimerais un peu en elle te retrouver. J'aimerais comme toi qu'elle soit douce, pour que demain, sa main dans la mienne, nos deux âmes côte à côte deviennent. Le basculement est magnifique. Pour la première fois, le je s'ouvre au tu. L'âme cesse de contempler sa propre souffrance pour se tourner vers l'autre. Et ce qu'elle cherche chez cet autre, ce n'est pas une fusion. C'est un modèle, une inspiration. Elle aspire à intégrer une de ses qualités, la douceur. C'est une quête de transmission, d'héritage. L'âme cherche un guide pour se reconstruire. Et l'image finale est d'une tendresse extrême. Nos deux âmes côte à côte deviennent. Il n'est pas dit nos deux âmes n'en deviennent qu'une. Non, ce n'est pas une fusion. C'est une reconnaissance mutuelle, un cheminement parallèle. Chacune reste elle-même, mais elles avancent ensemble. C'est exactement ce que l'auteur appelait la naissance et le regard. La naissance est une nouvelle version de soi, rendue possible par le regard bienveillant de l'autre. C'est la fin de l'isolement ? Tout à fait. Si on regarde l'ensemble du parcours, la chanson est donc la chronique de ce basculement intérieur. On part d'une âme anesthésiée, perdue, Écrasée. et on arrive, au bout du chemin, à une âme qui s'ouvre, qui apprend, qui se connecte. C'est parfaitement résumé par l'auteur, je trouve. Quand il dit que c'est un moment où tout bascule intérieurement, où ce qui semblait sombre s'éclaire. Voilà. Oui, et sa phrase qui synthétise tout le propos est d'une clarté limpide. Petite âme est une chanson sur la responsabilité, sur la fragilité, sur l'amour qui oblige à grandir. Ces trois mots contiennent tout le voyage. La responsabilité qui peut écraser, la fragilité qui en est la conséquence, et l'amour pas comme un sentiment facile, mais comme une force exigeante qui nous pousse à nous dépasser. À nous transformer. Et quand on pense à toute cette émotion, à cette humanité si profonde, ça rend l'histoire de sa création d'autant plus Surprenante. surprenante, oui, car l'outil derrière la musique n'est pas du tout celui auquel on pourrait s'attendre, n'est-ce pas ? En effet, l'auteur aborde le sujet de manière très transparente. Il explique que la musique a été générée avec l'aide d'une intelligence artificielle, Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. qui suscite des craintes et des craintes légitimes. Mais il propose une perspective différente. Pour lui, ce fut, et je le cite, une opportunité inattendue.
Un atelier moderne au service d'une intention profondément humaine. J'aime beaucoup cette idée d'atelier moderne. Il ne nie pas l'outil, il le recadre. Il fait une distinction très claire entre le contenant et le contenu. Exactement. L'IA a fourni l'habillage sonore, la proposition musicale. Mais le cœur du réacteur, ce qui donne son âme à l'œuvre, vient d'ailleurs. C'est ça. Il le dit lui-même avec des mots très forts. Les mots, eux, viennent de moi. L'émotion, elle, est réelle. Et c'est sans doute le point crucial. Peu importe la technologie. Elle reste un outil au service d'une vision. L'étincelle originelle, l'expérience vécue, reste une expérience purement humaine. L'outil n'a pas remplacé l'artiste, il lui a ouvert un nouveau champ des possibles. Au final, ce texte nous offre bien plus qu'une chanson. C'est une méditation universelle sur les cycles de la vie intérieure, sur ces deuils symboliques qu'on est tous amenés à traverser. Pour pouvoir grandir, se réinventer, renaître à soi-même. Un peu plus conscient, un peu plus sage. Tout à fait. L'auteur nous invite à réécouter la chanson avec ses clés en tête. Mais au-delà de l'écoute, la véritable question que ce texte nous renvoie, comme un miroir, est peut-être celle-ci: quelle est la prochaine chose à laquelle nous devons apprendre à mourir en nous pour grandir? À bon entendeur. À bon entendeur.